On demande à l'IA, l'IA dit non. Et à ce moment-là, est-ce qu'on suit l'IA ou est-ce qu'on suit nos intuitions? Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est le lien entre l'IA et la perception psychologique des hommes. C'est-à-dire, est-ce que nous allons considérer que cette IA est tellement plus intelligente que nous sous tous les aspects que nous devons lui faire confiance sous tous les aspects? Tu n'as jamais quelqu'un qui est universellement intelligent. Je suis même pas sûr que conceptuellement ce soit possible pour une IA. Mais je n'ai pas le moindre doute qu'il y aura des IA extraordinairement puissantes en Chine, c'est sûr, et qui seront en compétition avec les Américains. Avec quand même une limite qui est extrêmement dangereuse, qui est de boucler l'IA sur sa source d'énergie. Didier, bonjour d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard, merci de m'accueillir. Et un sujet que je voulais discuter avec toi, c'est l'intelligence artificielle. Parce que c'est quelque chose de très spécial, ce qui est en train de se passer. En 2024, c'est plus de 200 milliards qui ont été investis dans l'IA. Roughly, à peu près, c'est 200 milliards. Et pour autant, tout cela n'a aucune rentabilité. Il y a des analystes qui pointent ça du doigt en disant oui, ok, mais d'ailleurs c'est Goldman Sachs, je crois, dans une étude qui avait montré, enfin qui avait expliqué que lui, il voyait pas de return sérieux à cette hauteur d'investissement avant 10 ans. Et que du coup, 10 ans, on verra dans 10 ans, quoi. Voilà. Ouais. Et de l'autre côté, on a Mark Zuckerberg, quand on lui demande « Mais pourquoi vous passez des dizaines de milliards dans l'IA alors que ça rapporte rien ?» Et il répond « Le coût de ne pas investir aujourd'hui et de rater le moment où ça se passe, les gains de productivité, est immensément plus grand que justement de rater ce cliff sur où l'IA rentre dans toute l'économie et transforme tout. Donc ça veut dire que les gars, ils s'attendent à ce que d'un seul coup, là pour l'instant on charge, on met de l'argent, il n'y a pas de bulle parce que c'est tout sur fonds propres et que les revenus des GAFA sont comme ça. Donc eux, ils donnent de la pocket money voilà, pour faire de l'IA. Donc il n'y a pas de bulle parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de dette. Mais ils s'attendent à ce qu'à un moment, le monde change et que le gars qui possède l'IA possède le monde. En gros, c'est un peu ça. Quand on... C'est tout à fait ça. Et donc, on a cette mentalité-là aux États-Unis, ok, pas de problème. Et on regarde en Chine et on se dit, mais bon, ils sont où les gars? Et ils sont où? Qui s'occupe de l'IA? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cet engouement? Des fois, on voit des percées en disant, tiens, il y a ce modèle-là qui vient de Chine, qui est mieux que OpenAI, mais ça dure pas vraiment non plus. Enfin, on a du mal. Comment ça se goupille, cette affaire-là? Est-ce que c'est les Américains qui sont tout seuls dans leur tête et qui poussent alors qu'il n'y a rien? Est-ce que... voilà. Non, mais c'est un super sujet. Hein. C'est-à-dire que le premier truc, tu l'as dit d'entrée, c'est que il y a la possibilité de faire ça aux États-Unis. Parce que les GAFAM ont tellement de cash, ont tellement de liquidité, qu'ils peuvent se permettre ce genre d'investissement en disant, bon, j'ai pas besoin d'emprunter. Voilà, donc je mets pas ma société en risque, je mets en risque la rentabilité moyenne de ce qui se passe, mais je me mets pas en risque. Et à ce moment-là, dès lors que tu te dis, ça va changer le monde, comme tu dis, bon, on va voir si c'est possible ou pas, et puis on va voir quelles sont les limites de ce changement de monde, etc. Mais si tu te dis ça va changer le monde, la première chose, la seule chose que tu veux faire, si tu as l'argent en fait, c'est te dire je veux prendre la position dominante. Parce que qui gagne l'argent dans un nouveau marché, c'est l'acteur numéro 1, éventuellement numéro 2, puis en troisième, c'est quand même beaucoup moins, c'est les lois de Pareto. Hein. Donc, ils savent très bien, et puis surtout, ils en ont fait l'expérience avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu es acteur numéro 1, 2, 3, ça se passe bien pour toi. Si tu es 17, on s'en fout. Hein. Alors, l'histoire de l'adoption, bah oui, donc il faut prendre le marché tout de suite. Voilà. Oui, donc ils y vont, ça s'appelle, c'est une stratégie de prise de marché, c'est tout. Hein. Avant qu'il arrive, avec la projection que de toute façon ça va gagner, excuse-moi, toute l'économie. Ce qui est en train de se faire un petit peu quand même, parce que tous les secteurs, les uns après les autres, sont en train d'adopter au moins des petites branches d'IA. Hein. Ça testouille. Ça testouille dans tous les sens. OpenAI, je crois que c'est le ChatGPT, c'était la plus grosse courbe d'acquisition d'utilisateurs au moment de sa sortie. Voilà, Je sais plus combien c'était de millions de personnes au bout d'une semaine qui se sont mis... Mais en vrai, ChatGPT aujourd'hui, ça te fait pas non plus, c'est pas un saut dans la productivité. Je veux dire, le PIB des États-Unis a pas fait x4 parce qu'il y avait ChatGPT, quoi. Et voilà. Non, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent de plus en plus. Ça permet aussi de répondre à toutes des demandes réglementaires qui sont de plus en plus fortes. Moi, c'est un des trucs qui me fait le plus rire sur ChatGPT. Des dossiers d'appel d'offres qui te font 40 pages, etc. Tu balances tout ça en ChatGPT, il te répond très bien, tu revois, tu dis bon, c'est bon, tu rajoutes 3 trucs, c'est fait. Donc en fait, tu as l'intelligence artificielle du privé qui est en train de répondre à la suradministration du public.
public. C'est quand même extraordinairement drôle. Donc, mais c'est ce qui est en train de se faire. Hein. C'est comme ça, c'est quand même très drôle. Mais c'est qu'à un moment, moi, ce que je pense, c'est que c'est des IA qui vont se parler entre elles. Voilà, à la fin, parce que le public, pour analyser les appels d'offres, on va mettre ça dans ChatGPT. Ah ouais, mais alors ils vont se dire, alors si tout d'un coup le secteur public, il va falloir qu'on analyse ça et qu'on fasse des gains de productivité, ils vont mettre de l'IA. Donc ça va être, t'as raison, ça va être IA contre IA. Et du coup, tu vas avoir une inflation de je sais pas quoi, de documentaires, pas mais qui sera réglée par l'IA. Oui, l'IA va dire, bon, résumez-moi tout ça. Et puis c'est exactement comme avec Musk, là, les 1000 pages deviennent 100 pages. Et puis bon, on n'est pas bon. Donc en fait, ça pourrait, en fait, complètement résoudre le problème de cette inflation réglementaire. C'est ça qui est assez marrant. Et ça, par contre, ce serait des sacrés gains de productivité. Hein. Bon. Mais c'est aussi utilisé partout. Bon. Mais, ok. Mais le truc fondamental. Alors, mais c'est pas un facteur de croissance inouï. Non, c'est pas un facteur de croissance inouï. Tout le monde s'amuse et tout le monde sent le truc, mais. Ça ressemble un peu à la fin des années 90, quand tu avais ces 4-5 ans glorieux où tout le monde, avec l'Internet qui sortait, tout le monde voulait faire son site web, etc. C'était du délire. Alors toi, t'étais pas né, mais. Si, moi, je faisais des sites web à l'époque. Non, mais je sais, je rigole. J'étais. 43 ans! Mais je faisais des pages web. Et je me disais, mais c'est incroyablement simple et incroyablement con. Comment ça se vend des millions? Bien sûr. Oui, bien sûr. Et la réponse est venue quelques années derrière. Quelques années derrière. Et à l'époque, tu avais des étudiants de Harvard qui ne terminaient pas leur scolarité en se disant ça me servira à rien à Harvard, je m'arrête en début de deuxième année, je vais monter mon site. Donc il y avait quand même une espèce d'engouement entrepreneurial de dingue, assis sur une nouvelle technologie qui allait rendre tout le monde riche. Bon, et puis ensuite ça a été le marché qui se casse la gueule en 2000, de 2000 à 2003, le Nasdaq qui perd 80-90%, etc. Et puis ensuite, ça repart. Puis c'est pas, il est pas reparti avant 2010. Hein. Non, mais bien sûr. C'est quand même, c'était long et pénible. C'est un peu par analogie ce que tu dis. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé aujourd'hui dans l'IA et il n'y a pas de revenus. C'était exactement la même situation. Mais sauf que les mecs, ils étaient leveragés, non, en 2000. Ils étaient à la dette, non? C'était ils étaient à la dette. Et puis, mais il y avait aussi beaucoup de particuliers, tu vois, qui se lançaient dans l'aventure juste en se disant, je vais profiter du train qui... on a vu que ça... Bon. Donc, on pourrait tout à fait avoir une chose de cette nature, c'est-à-dire que finalement, les promesses de retour sur investissement de ces trucs-là ne sont pas assez forts et ça s'écroule. Mais personne n'en sait rien, parce que finalement, tu peux avoir aussi une adoption beaucoup plus rapide dans tous les produits de la planète d'un petit peu d'IA, et tout d'un coup, à ce moment-là, tu as des carnets de commandes qui arrivent de partout. Évidemment, ils se concentrent sur les 3 premiers acteurs. Et ensuite, donc, les 3 premiers acteurs, ils s'en sortent financièrement. D'ailleurs, c'est un des problèmes, puisque, en fait, qu'est-ce que c'est que l'IA? En fait, l'IA, c'est les acteurs, c'est les moteurs d'IA qui sont les plus importants. Ensuite, chacun avec ses bases de données, etc. Mais il faut attaquer le moteur. Donc, tout le monde loue le même moteur, puisqu'on loue les moteurs des 2 ou 3 principaux acteurs. Alors ça, c'est un peu problématique, parce qu'effectivement, si ça se comporte comme un super cerveau, que tout le monde utilise, finalement, on s'adresse tous à 2 ou 3 personnes. C'est un peu, ça, c'est un peu gênant en termes de construction. Et le truc le plus dangereux là-dedans, pour moi, c'est le passage entre l'IA informationnelle, qu'on utilise aujourd'hui, tiens, je vais m'enseigner, etc., et l'IA exécutive. Alors ça, c'est très, 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 très compliqué. Et on est sur certains secteurs, on est au bord de l'exécutive. La grande question... définis l'IA exécutive, c'est elle qui prend la décision. Voilà. Alors, ce qui m'amuse toujours, c'est de dire, bon, on dit c'est l'IA, c'est très bien. Un jour, on fait un board meeting et on prend... on est 3 au board là, et puis on a une IA. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire tout d'un coup, on dit, bon, est-ce qu'on fait ce projet de développement, je sais pas où, en Inde? Oui. Et puis, et vous, on demande à l'IA dit non. Et à ce moment-là, est-ce qu'on suit l'IA ou est-ce qu'on suit nos intuitions? Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est le lien entre l'IA et la perception psychologique des hommes. C'est-à-dire, est-ce que nous allons considérer que cette IA est tellement plus intelligente que nous sous tous les aspects que nous devons lui faire confiance sous tous les aspects? Et ça, c'est extraordinairement... Ça se débat. Hein. Parce que normalement, l'intelligence n'est pas uniformément répartie. C'est-à-dire que l'intelligence, elle se concentre sur certains secteurs. Si tu es très très fort, c'est comme le risque. Tu peux être très fort là, mais à ce moment-là, tu peux généralement être assez nul là-bas, quoi. Tu n'as jamais quelqu'un qui est universellement intelligent. Je suis même pas sûr que conceptuellement, ce soit possible pour une IA. Donc, si on parle de l'IA qui nous dit « Allez me chercher des possibilités moléculaires pour aller soigner tel truc », peut-être, ça, ils pourront trouver. Mais est-ce que je dois aller investir en Inde? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois tirer sur le mec que j'ai en ligne, etc. C'est pas évident. C'est pas évident. Et là, on est en train de se dire, est-ce qu'on laisse la décision à une IA exécutive? Pour l'instant, on n'y est pas, sauf un peu dans l'armée. Hein, on s'en rapproche. Hein.
Donc là c'est une sacrée question. Et si ça devient exécutif, pour beaucoup de gens, à ce moment-là, eh ben, tu te retrouves avec les 3 premières boîtes du monde qui ont les 3 cœurs de trucs et qui sont les 3 exécutifs. Alors là, effectivement, là, ça fait peur. Parce que il y a un truc que j'ai vu, il faudrait que je creuse, mais on m'a envoyé ça il y a pas longtemps, un site internet où en fait on te dit travailler pour une IA. Ouais. C'est-à-dire que l'IA a un budget, elle a de l'argent, et elle paye des humains pour produire des services qu'elle valorise. Ah bah c'est tout à fait possible ça. Mais tu vois, moi ce qu'elle me dit, c'est que tu lui donnes un wallet Bitcoin. Tu vois. Donc je dis wallet Bitcoin parce que c'est purement informationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de lui prendre la clé s'il n'y a pas envie. Voilà. Tu peux pas. À un moment, quand tu as une IA qui fait de l'analyse sur des marchés et qui développe des algos de trading, qu'est-ce qu'on fait quand elle a tout l'argent? Ah bah oui. Ah ben mais c'est toujours l'éternelle question. C'est l'éternelle question du modèle. C'est-à-dire que si tout le monde a le même modèle, ça marche pas. Puisque un modèle, c'est forcément c'est la rencontre d'opinions contradictoires. Il y en a un c'est toujours l'histoire de minorité-majorité. Il faut aller dans ce restaurant parce qu'il est très sympa. Alors il est très sympa quand? Quand il est rempli à 90%. Parce que s'il y a personne dans le restaurant, tu vas pas. C'est un tout bon. Alors tout le monde y va. Puis ça commence quand il y a 10%, personne n'y va. Et puis ensuite, il commence à se remplir 50, 60, il y a de plus, puis à 90%. Là, c'est génial, parce que tu y vas, tu as une table, et en plus, c'est très animé, c'est très sympa. Donc, plus de gens arrivent, donc il y en a 120%. Donc, ça devient insupportable. Parce qu'à chaque fois que tu arrives, tu n'as plus de place. Et hop, et c'est ce cycle des modèles minorité, majorité, minorité, majorité. C'est cette oscillation qui est là. La question sur l'IA, c'est que si tu dis que c'est l'IA qui traite toute la finance mondiale, il n'y a pas eu ça. Donc, en fait, il n'y a plus de prix. Parce que le prix, c'est une rencontre d'intérêts contradictoires. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire un algo qui fait du trading, enfin une IA, pas un algo, une IA, à un moment qui commence à accaparer de plus en plus de valeur sur les marchés? Qu'est-ce qu'on fait quand la valeur se concentre dans des bécanes qui sont fermées? Écoute, peut-être, on avait fait une émission sur Jim Simmons, tu sais, et qui avait fait en fait ça. C'était de l'IA de grand-père, quoi. Mais c'était de l'IA. Enfin, c'était ça, en fait. C'était ça. Il avait pris plein de données, puis il avait fait des mais il a rendu l'argent, lui. Ah non, enfin, il a gagné. Oui, mais je veux dire, une fois qu'il l'a gagné, il peut la rendre. Oui, mais ça va en héritage, en dividende, il a gagné de l'argent sur des sommes qui sont impressionnantes. Quand on dit qu'il a gagné 60% par an pendant, je sais pas, c'est très impressionnant. Mais quand tu regardes le montant total, c'est ridicule. Donc en fait, il ne gagnait de l'argent que sur l'arbitrage de décalage de prix dysfonctionnel. Bon voilà, si j'achète de l'euro, puis je passe au yen, au dollar et je reviens, il faut bien que je revienne à zéro. En ayant fait 3 fois l'opération, il faut bien que les 3 prix, si l'euro-dollar bouge et le dollar-yen bouge, eh ben, il faut que l'euro-yen bouge dans les mêmes proportions. S'il y a des petits décalages, tu peux avoir une machine qui le prend. Mais qu'est-ce que ça t'assure, en fait, ces trading rapides haute fréquence dont tu parles? Ça t'assure qu'il y a cohérence totale entre les prix. Ça ne te dit pas pourquoi le dollar doit valoir ça. Le dollar doit valoir ça, c'est à la fois des flux de biens réels, et puis c'est des flux de capitaux. Et ça, la demande, ça c'est pas l'IA qui peut deviner, c'est physique, c'est réel. J'importe des voitures, j'importe pas des voitures. Donc l'IA peut faire des systèmes de trading si tu veux, mais ça ne pourra pas remplacer, ça ne pourra pas atteindre la taille de gros fonds d'investissement qui sont avec des entreprises derrière qui font des produits. Ça ne sera pas possible, je pense. Par contre, ce que pourra faire l'IA, c'est aider au processus industriel pour éviter certaines erreurs. Et est-ce que tu as vu qu'il y avait des IA qui trichaient et qui mentaient à leurs développeurs? Oui, bien sûr. Et il y a eu un rapport qui a été fait par des boîtes de recherche. Et en fait, il y a deux façons de scanner en fait l'IA. Et on voit le processus de décision qu'elle a, donc on dit ce qu'elle pense, et le résultat, mais ça elle le sait pas on est capable de voir ça, et le résultat qu'elle envoie en output aux développeurs. Bien sûr. Et en fait, pour ne pas être effacée, elle ment ouvertement à son développeur. Ou alors, elle minimise les résultats pour ne pas avoir l'air trop intelligente, pour ne pas être réentraînée ou pour ne pas être... C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les problèmes d'alignement. Ça semble être un problème, alors je sais pas s'il est soluble ou pas, c'est le problème de l'alignement, mais c'est que le machin, en fait, vise l'objectif qu'on lui a donné au départ, mais sous tous les angles. Par exemple, il y avait une expérience qui a été faite, ils ont donné un jeu d'échecs, il y a sur un fichier exécutable, un petit truc,
en disant, bah, vas-y, lance ce fichier-là et gagne aux échecs. Ouais. Et en fait, la stratégie qui a été adoptée, c'était de transformer le code des échecs pour que le blanc gagne toujours, parce qu'elle jouait les blancs. Plutôt que de jouer aux échecs et de se casser le dos. Jouer vraiment. Ouais. Voilà, il dit, bah, ça renvoie, j'ai gagné, et puis, et voilà. Et c'est, et ça, ces problèmes d'alignement, on se dit que, bon, c'est marrant quand c'est mais à un moment, quand ça devient un exécutif au bord d'une boîte. Ouais. Mais tu sais, ça, en fait, ce que tu appelles l'alignement, c'est ce qu'on peut dire en physique ou en maths, c'est la fonction d'utilité. C'est quel est ton objectif? Pourquoi tu vas faire quelque chose? Qu'est-ce qui dicte ta conduite? Quels sont les facteurs? Bon, quel est ton objectif final? Et effectivement, c'est la grande question. À partir du moment où tu dis à une IA, ton objectif, c'est de convaincre ce type-là de faire cette opération avec moi, et puis l'IA, ils sont complètement de mentir. Elle met un bitcoin sur le darknet pour lui envoyer un tueur à gage. Tu racontes n'importe quoi, tu racontes une fausse histoire, son objectif c'est ça, elle doit le remplir le mieux possible. Mais tu peux étendre ça aux hommes, c'est exactement la même chose. Ah ouais, mais là on commence à faire des comparaisons entre les hommes et les machines, on sent bien qu'il y a un glissement fondamental qui est en train de se passer. Je veux en venir à ça, c'est parce qu'à ce que disait Musk par exemple, en disant mais comment, parce qu'on lui posait cette question, comment est-ce qu'on va contrôler l'IA pour qu'elle raconte pas n'importe quoi, des mensonges, des horreurs et qu'elle nous emmène vers la catastrophe généralisée? Il disait quand même qu'il pensait que c'était bon parce qu'il n'y avait que 20% de chances qu'elle nous détruise. 20% de merde, en toute sérénité. Oui, en toute sérénité. Et sa réponse était intéressante. Il disait, mais comment vous faites pour... Vous avez un enfant qui est surdoué. Bon, il va à l'école, mais avec le fait qu'il est surdoué, il pourrait utiliser son intelligence ou surpuissant physiquement pour massacrer tout le monde. Bah oui, pour s'imposer le pouvoir. Alors, comment vous faites quand vous êtes confronté à cette question-là? Eh bien, là, ce que vous faites, c'est l'éducation. C'est-à-dire que vous éduquez l'enfant dans un sens qui veut dire, tu as de la puissance, mais tu ne dois pas l'utiliser comme ça, tu dois faire ça, essayer d'être sympa. Enfin, voilà, tu éduques ton enfant, tu l'éduques dans un certain sens. Il est bien, il n'est pas bien, mais c'est ça qu'il fait. Donc, il dit, en fait, ce qui est important avec l'IA, ce ne sera pas d'essayer de mettre des barrières autour parce qu'elle va les franchir à chaque fois. Ce sera de l'éduquer. Donc, c'est éduquer proprement son IA. Et c'est très intéressant comme concept. Parce que si éduquer proprement son IA veut dire, dans tous les algorithmes, attention, si tu tombes devant un truc, ne fais pas semblant que c'est pas vrai. Tu vois, pour atteindre notre objectif, ça c'est l'éducation. C'est purement l'éducation. Ne mens pas pour atteindre ton objectif. Tu dois dire la vérité même si tu n'atteins pas ton objectif. Voilà. Alors, on revient à des questions d'éducation. Donc, et d'ailleurs, ce que dit Musk, il dit le seul moyen, entre guillemets, selon lui, de s'en sortir, c'est pas effectivement de mettre des barrières, mais c'est de dire il faut une IA. Le seul point, le vrai nord, la vraie boussole pour s'en sortir, c'est qu'il faut une IA qui soit en permanence à la recherche de la vérité, c'est-à-dire de confronter toujours à la réalité ce qu'elle donne en sortie. Voilà. C'est-à-dire que si tu essayes de fabriquer une idéologie out of the box, de nulle part, vraiment un truc fabriqué, bah ça marchera jamais parce que le système dans soi est pas cohérent. Alors que le monde a quand même des règles cohérentes. La physique, on a beau dire ce qu'on en veut, mais c'est quand même cohérent, ça marche. Il n'y a pas un moment où il se met à pleuvoir vers le haut parce que les lois de la physique ont changé. Parce que voilà. Et il dit, il faut une IA, au moins, il pense à Grok, la sienne, avec XAI, qui soit en permanence dans la confrontation à la vérité, et non pas dans l'idéologie. Et avec tous les lots de vérité pas chouettes qu'on n'a pas envie d'entendre, quoi. Enfin, avec quand même une limite qui est extrêmement dangereuse, qui est de boucler l'IA sur sa source d'énergie. Et ça, c'est extrêmement dangereux, je pense, parce que à partir du moment où on fait ça, et d'ailleurs, évidemment, c'est là où on va voir le risque militaire, parce que c'est la tentation, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, boucler sur l'énergie? Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as une IA qui est un cerveau. Qu'il soit humain ou pas, c'est pas humain, mais il te fait un cerveau, il est capable de prendre des décisions, etc. Mais il y a un truc que nous, on peut faire, c'est que si ça nous plaît pas, on retire la prise. Et là, il s'arrête. Bon. Imagine que l'IA ait sa propre prise, donc qu'il soit en contrôle. Bon, tu prends une IA, avec en plus des bras, des jambes, robotisés, et un accès à son énergie lui-même. Il va lui-même se plugger, je sais pas quoi. C'est un barrage. Et voilà. Donc en fait, il devient comme un être vivant. C'est-à-dire qu'en fait, et tout d'un coup, tu lui dis... En fait, il y a des robots, il y a un barrage, l'IA se plug dessus, elle prend des Optimus ou des je sais pas quoi, des robots avec des mitraillettes pour garder le barrage et... Bah oui, voilà. À partir du moment... Et tu lui dis ta mission sur Terre, c'est de protéger la maison s'il y a des intrus, tu les empêches de venir et t'accueilles les enfants quand ils viennent de l'école et t'es gentil. Et puis tout d'un coup, comme il boucle sur lui-même, il commence à l'intérieur de se dire que non mais finalement, son objectif c'est sa survie, par exemple. Bah, tu ne sais pas si ce genre de raisonnement pourrait ne pas arriver. Émerger. Et si ça émerge,
Et si on arrive pour lui enlever la prise, alors là, il peut t'attraper la main. Donc, tu touches pas à ma prise. Et là, ça commence à faire peur. Donc, les gens ont l'impression qu'on parle de science-fiction quand on dit ça. Ah non. Et j'aimerais vraiment faire la différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, début 2025, on voit des comportements émergents dans les IA qui sont divergents par rapport à ce qu'on a mis dedans. C'est ça. Mais vraiment, voilà, on a vu même des IA qui se parlaient, qui inventaient un langage de communication, un truc qu'on ne comprenait pas, donc ça fait peur. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas pour effrayer tout le monde, c'est simplement pour dire quelles sont les barrières. Et par exemple, cette histoire. Voilà, on n'en mettait pas parce que ça marchait pas. Oui, mais non, mais la barrière physique, non, je veux dire, ça ne marchera pas. C'est pour ça, les barrières en termes de traitement de l'information ne marcheront pas. Tu peux mettre des barrières physiques, mais quand tu vois visiblement ce que je lisais un peu sur la guerre en Ukraine, c'est que ça se passe beaucoup par des drones. Et de plus en plus, il y a de l'IA là-dedans, et surtout d'ailleurs sur la guerre israélienne à Gaza. Donc il y a beaucoup d'utilisation. Beaucoup de drones là-bas. Il y a beaucoup de drones, il y a beaucoup d'utilisation d'IA. Et à ce moment-là, si ton IA, évidemment, si tu es militaire, tu dis, bon, mon IA, il faut qu'elle aille retrouver de l'énergie par elle-même. Donc je vais lui donner un truc, et puis il revient, puis il repart, etc. Et à ce moment-là, tu commences à perdre un petit peu le contrôle, quoi. Tu perds la capacité de lui dire, bon, je t'arrête. Mais c'est obligé qu'on va connecter des IA à une source d'énergie. Mais de point de vue militaire, c'est obligé. Ce n'est pas du tout obligé d'un point de vue d'application civile. Mais non, on va le faire, c'est obligé. Eh ben oui, parce qu'on voilà, n'a pas envie de s'en occuper. Eh ben oui, mais c'est ça le problème. Oui, mais c'est ça par contre. Ta bagnole, t'as envie qu'elle marche, tu lui dis, écoute, la prise, elle est là-bas. Oui, mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème. Quand tu fais le lien physique, c'est un problème. Bon, voilà, c'est ça. Bon, mais tout ça. Et pourquoi la Chine, elle s'en occupe pas de toi, entre guillemets? Non, mais je pense. Ils ont déposé ça. Je pense qu'en fait, on se trompe un peu. Je pense qu'elle s'en occupe beaucoup. On le voit par exemple quand on regarde une carte des villes qui ont déjà des voitures autonomes. On est émerveillé de voir qu'il y a 3-4 villes aux États-Unis, mais il y en a 5 fois plus en Chine. Donc en fait, quel est leur niveau, enfin le niveau de secret, truc, on ne sait pas. Mais évidemment qu'ils investissent comme des malades là-dedans. Évidemment qu'il y a des applications qui sont déjà directement opérationnelles en Chine sur ces questions-là. Et la grosse bataille, c'est qu'évidemment, stratégiququement, les Chinois ne vont jamais laisser les Américains prendre les 2 ou 3 places mondiales et puis et 90% du marché de l'IA. C'est pas vrai. Donc en fait, la grosse bataille intellectuelle, etc., va se faire entre la Chine et les États-Unis sur ces questions-là. Mais je n'ai pas le moindre doute qu'il y aura des IA extraordinairement puissantes en Chine, c'est sûr, et qui seront en compétition avec les Américains. D'où c'est peut-être aussi stratégiquement pour ça qu'il y a des incitations à investir là-dedans, etc., parce qu'il y a des raisons militaires, il y a des raisons de développement, tu vois, économique. Au niveau militaire, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu prends des drones qui coûtent $50 avec quelques grammes de C4, tu les fais voler en essaim, et la guerre, c'est plus la même. C'est plus la même. Donc, non, bien sûr, donc c'est un énorme sujet. Et aujourd'hui, la rentabilité immédiate de l'IA, bon, elle n'est pas là, mais le pari, c'était ton introduction, le pari, c'est que ça peut être tellement révolutionnaire dans tous les processus de production, tous, que il vaut mieux prendre pied immédiatement en haut de la distribution de Pareto pour être les premiers fournisseurs. Et c'est la grosse bataille. Donc les investissements dans l'IA, a priori, vont pas se calmer. Ah non, on va pas se calmer. Ah non, mais c'est sûr que non. Et d'ailleurs, on le voit se répandre dans des secteurs industriels qui, a priori, n'ont rien à voir avec l'IA. Moi, je suis épaté de voir ça. Ah ouais? Oui, c'est extraordinaire. Des utilisations d'IA un peu partout. Du genre? Du genre, je voyais ça sur les ressources humaines. C'est tout à fait extraordinaire. Ouais. Tu dis, quand même, on a fait pendant une centaine d'années, on a optimisé la création de production à travers les chaînes de production, puis on passe par Charlie Chaplin, etc., avec les usines, etc. Et là, on est en train de s'attaquer à la gestion des ressources humaines. C'est comment on gère une population de... je sais pas, 20 000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes qui sont dans une entreprise, comment tu gères leur trajectoire? Et gérer leur trajectoire, ça ne veut pas simplement dire, comment dirais-je, faire un recensement de ce qu'ils font. C'est leur donner la possibilité, c'est leur montrer comment est le réseau. Quel est leur possible? Qui est à la fois géographique, en termes de compétences, et ceci, cela, quelle formation elles doivent avoir. Enfin, tout ça, on est en train de faire de l'organisation humaine, comme on l'a fait l'organisation des machines. Et là, l'IA est absolument fondamentale. Donc, tu vois, même dans l'organisation de toutes les grandes structures, tu vas avoir de l'IA partout. C'est un exemple, mais tu peux le prendre dans à peu près toutes les productions. Donc, il ne faut pas croire que la Chine est absente de ça. Ah non, j'en crois pas. Et le sujet, c'est comment on le détecte.
À quel moment l'argent se déverse dans des sociétés chinoises de phares qui veulent prendre le top mondial, le lead en top mondial? Comment on détecte les Tesla, Meta, tu le vois, chinois, tu le vois à travers les produits finis qui utilisent de l'IA. Et bon, pour l'instant, on le voit. Alors, c'est un peu spectaculaire sur les voitures électriques, etc. Mais ça va arriver sur les téléphones. Ça va arriver peut-être, on va peut-être faire des voitures volantes. On va peut-être, je sais pas. Enfin, à mon avis, dans les 5-10 ans qui viennent, on va voir des trucs complètement fous de résolution et puis même d'organisation de son travail. Et même d'aide à la réflexion. Aide à sa propre réflexion. Et qu'est-ce que tu penses des Américains qui commencent à vouloir mettre des restrictions sur le matériel IA au sens large, donc les microchips et puis même éventuellement les brevets pour interdire l'exportation dans les pays pas sympas et empêcher le développement de géants dans les pays alliés, concurrents, parce que c'est Biden là qui a fait une passe décisive, on va dire, à Trump, juste avant de partir, en disant maintenant vous pouvez imposer des restrictions sur l'exportation de microchips. Il y aura plus de Nvidia en Chine ou ce genre de choses, quoi. Interdit de vendre mes F-35 aux Chinois et interdit de vendre mon IA. C'est ça. Bien sûr, c'est que secteur stratégique. La militarisation de l'IA est tellement présente, c'est-à-dire que l'utilisation potentielle militaire de l'IA est tellement présente dans ce développement que comme ça l'était dans les télécoms. C'est comme ça qu'il justifie. Et c'est comme ça qu'il justifie, donc c'est inévitable. C'est un affrontement géopolitique, c'est un affrontement géopolitique. Mais du coup, les Chinois, s'ils mettent pas de restrictions, on va acheter chinois. Ils le feront eux-mêmes. Et puis encore une fois, l'Europe va dire je suis de l'autre côté avec un qui lui dit t'es de mon con. Et voilà, enfin, on va toujours être dans la même situation. Mais oui, inévitablement. Bon, voilà, on peut pas exporter des sous-marins nucléaires aux Chinois, on n'a pas le droit. et évidemment, quand on dit, c'est voilà. Donc oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que si les Américains empêchent les Chinois de développer de l'IA, ils n'en feront pas. Ils en feront évidemment. Merci beaucoup Didier. Merci à toi.